Merci de nous rejoindre sur CAM News 24 pour cette auto-sortie d'International, le tour hebdomadaire de l'actualité mondiale. C'est avec le concours du journaliste consultant, spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan, que nous aborderons les sujets retenus pour la circonstance. Bienvenue, Ghislain. Au plaisir, comme il est de coutume, Donald. Bienvenue à tous. Le président camerounais Paul Biya a entamé mardi 3 mai un voyage officiel de 2 jours au Nigeria, répondant ainsi à l'invitation de Mohamedou Buhari, son homologue nigérian. Au menu des discussions entre les deux chefs d'État, la lutte contre Boko Haram, sujet de tension par le passé entre les deux pays et point de convergence aujourd'hui depuis l'arrivée au pouvoir du président nigérian. Alors, Justin, 2 visites d'État en moins d'1 an, qu'est-ce qui explique cette fréquence? Évidemment, la fréquence est expliquée par la secte Boko Haram qui commet des gaffes, des exactions sur les populations nigérianes et camerounaises. C'est effectivement Boko Haram qui peut expliquer cette fréquence de 2 visites. En 2015, on se souvient, je crois en août, le président nigérian était au Cameroun et puis en mai, Paul Biya lui a rendu l'appareil. Alors, comment expliquer que jusqu'à ce jour, les services de défense des deux pays n'ont pas réussi à mettre hors d'état de nuire cet ennemi commun qui polarise la relation entre les deux voisins, pour parler de la branche ouest africaine de l'organisation État islamique ex-Boko Haram? Je pense que cela s'explique simplement par l'organisation minutieuse de ce groupe qu'est Boko Haram. Boko Haram est un groupe suffisamment organisé et aussi il faut comprendre cela à travers les méthodes utilisées par Boko Haram. Une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et vous savez, c'est vrai qu'en guerre, on parlera pas de lâcheté. Boko Haram s'illustre par des méthodes lâches, des voies inattendues, avec un objectif obscurantiste et bien sûr des méthodes barbares, explosions intermittentes et puis pièges dans des mosquées, dans des marchés aussi, sont des modes opératoires qui ne sont pas, comment dirais-je, classiques. Et de ce point de vue, Boko Haram devient de plus en plus dangereux, mais il faut comprendre que la convergence des forces, notamment avec les pays du bassin du lac Tchad, le Bénin, le Tchad et le Niger, et évidemment le Cameroun et le Nigeria, cette convergence de forces a travaillé suffisamment pour réduire à sa plus simple expression Boko Haram qui plie, mais malheureusement ne rompt pas encore. On a aussi on a beaucoup parlé des relations socio-économiques. Alors, c'est le renforcement de ces relations socio-économiques est-il de nature à favoriser la libre circulation des personnes et des biens quand on sait qu'il est plus facile pour un Nigérian de s'installer au Cameroun alors que le Camerounais est presque persona non grata au Nigeria? Je pense que cela a évidemment fait partie des échanges, notamment l'hospitalité légendaire reconnue au Cameroun. D'ailleurs, si vous avez très bien écouté, Paul Biya a également salué l'hospitalité légendaire du Nigeria. On peut comprendre que ce ne soit pas avec la même fréquence. Les Camerounais sont beaucoup plus hospitaliers que les Nigérians. Mais il faut aussi voir, le Cameroun est une terre d'accueil, est une terre avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de ressources aussi. Le Nigeria, c'est quand même 170 millions d'habitants. Le Nigeria est un pays en guerre, contrairement au Cameroun. Bon, par le passé. Donc, le Nigeria, c'est normal que la plupart des Nigérians viennent beaucoup plus au Cameroun. Le chemin inverse est difficile à être relevé ici. D'ailleurs, au cours des échanges, on a tablé sur la volonté du Cameroun de rapatrier 60 000 réfugiés nigérians qui sont sur le territoire camerounais après avoir fui les exactions de la secte Boko Haram. La question se pose aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une rencontre qui va se tenir en juin prochain au Nigeria, histoire de tabler sur les modalités notamment de ce rapatriement pour que cela se fasse dans les règles de l'art. Pour sortir de ce sujet, cette visite qui intervient à moins quelques jours du sommet des États du bassin du lac Tchad est-elle opportune? Sinon, comment le spécialiste des questions internationales analyse-t-il cela? Elle est opportune parce elle vient quelques jours avant la deuxième rencontre régionale sur le terrorisme qui va se tenir toujours à Abuja et qui va réunir la communauté mondiale, la France et puis les pays du bassin du lac Tchad contre le terrorisme. Donc il était question aujourd'hui que Yaoundé et Abuja puissent éclaircir le ciel des relations entre ces deux pays. On sait que le Cameroun à un moment donné a été
qualifié de base arrière de Boko Haram, eh bien, Paul Biya a levé le voile en faisant part de ce que, ni à travers l'idéologie, ni à travers les intérêts financiers, Boko Haram n'a aucun lien avec le Cameroun et on ne peut donc pas comprendre pourquoi, à un moment donné ou à un autre, le Cameroun a été taxé de base arrière. Deuxième élément, on a tranché sur la question de la péninsule de Bakassi qui aujourd'hui n'est pas très claire. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter l'histoire pour comprendre que c'est depuis 1993 que le Nigeria se déploie sur le terrain, exploite le pétrole de la péninsule de Bakassi. En 2002, le Cameroun a introduit une requête auprès de la Cour internationale de justice qui a abouti en 2008. On a donc reconnu officiellement la souveraineté du Cameroun. Il y a eu 5 ans de transit pour que le Nigeria puisse exploiter avant que le Cameroun prenne possession. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des actes néfastes et nocifs du Nigeria qui remettent en question notamment la décision rendue par la Cour de justice internationale. Et c'est pourquoi le président Buhari a fait part de ce que une commission a été mise sur pied au Nigeria qui travaille sur la question Bakassi aujourd'hui et qu'au moment venu, si soit lui, soit Paul Biya, s'ils sont encore au pouvoir, ils verront ce qu'il y a à le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a affirmé que le Nigeria est respectueux des lois. Et donc, Bakassi est un territoire camerounais. C'est une actualité qu'on va suivre tout au long de cette semaine, d'autant plus que le sommet du bassin du lac Tchad se tient le 14 mai prochain à Abuja. Alors, allons maintenant en Guinée équatoriale, où le chef de l'État équato-guinéen Théodore Obiang Mbazogo a été réélu sans surprise avec un score officiel sans appel de 93,7% à l'élection présidentielle du 24 avril face à une opposition complètement désossée. Prêtez-moi l'expression, hein, une opposition complètement désossée. Alors, juste là, de but en blanc, c'est le triomphe de la démocratie de ce côté? Oui. Pourquoi est-ce que... Je pense qu'on peut s'interroger. Comment peut-on arriver à ce genre de score au XXIe siècle? La question se pose. Mais en réalité, on comprend très bien que cela traduit la mainmise du président Théodore Obiang sur son pays. Mais sauf que dans ses discours, il se contredit un peu, puisqu'on se souvient qu'il avait été réélu déjà en 2009, avec, je crois, 95,37% de suffrages valablement exprimés pour lui, et qu'il avait dit que c'est ça, qu'il avait beaucoup mis au pouvoir, et qu'il voudrait un peu passer la main, mais il a précisé que le peuple veut qu'il gouverne. Et donc, lui, parce que le peuple... Donc, en fait, le président guinéen vous fait part de ce qu'il a beaucoup mis au pouvoir. Il est au pouvoir depuis 1979. Il dit qu'il a beaucoup mis au pouvoir et qu'il voulait se reposer un peu. Mais le peuple le réclame. Et donc, puisqu'il est l'homme du peuple, c'est la raison pour laquelle il se représente. Et je pense que le score qu'il obtient parle pour lui. 93% de suffrages exprimés. Et on peut également faire le lien avec le Tchad. Vous avez soulevé la semaine dernière une question sur le Tchad en disant que Déby, même après avoir remporté dès le premier tour, a connu une baisse. Le président équato-guinéen, lui aussi, il a 93%, alors qu'en 2009, il avait 95%. Qu'est-ce que cela peut expliquer? Simplement le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un appel au boycott, comme en 2009, l'opposition avait demandé qu'on boycotte. Aujourd'hui, l'opposition a participé, on a eu 2% de moins, mais comme l'opposition est en train d'évoquer des fraudes massives, mais il faut comprendre que la fraude seule ne peut pas expliquer cette razzia du président Nguema. Cela traduit aussi le fait qu'il maîtrise les rênes du pouvoir, la canne du pouvoir. Je prends un cas simple en Guinée équatoriale aujourd'hui. Toutes les entreprises étrangères qui y travaillent, 0,5% de leur chiffre d'affaires est mobilisé pour investir dans les infrastructures du pays, notamment sanitaires. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une véritable politique de développement qui est mise sur pied. C'est un exemple parmi tant d'autres et ça marche aujourd'hui en Guinée. Et favorable pour être réélu? Évidemment, puisque c'est ça à quoi on assiste, mais c'est vrai que cela remet en question un ensemble de choses. 93%, c'est un score plus que soviétique. Alors, la date de ce scrutin initialement prévue en novembre est ramenée au 24 avril par décret présidentiel. Pourrait-elle justifier l'échec de l'opposition qui peut, à tort ou à raison, être victime de cette anticipation arbitraire? Je m'attendais bien à cette question-là. C'est vrai qu'on peut comprendre que le président sortant, ayant les moyens du pouvoir, ayant toute l'armada, tous les mécanismes du pouvoir, la question du temps ne se pose pas pour lui. Mais la question du temps ne peut pas expliquer toute cette razzia-là.
Est-ce qu'en 2009, le président avait ramené la date de l'élection présidentielle? Non, l'opposition avait crié au boycott. Mais également, l'argument peut tenir. Mais vous n'allez quand même pas nous faire comprendre que si on avait attendu 2 ou 3 mois, cela aurait suffi à l'opposition de partir de 1,5% de voix pour 51%. Non, cela ne peut pas s'expliquer. Mais je pense qu'on gagnerait aussi dans nos démocraties de respecter le calendrier électoral ou alors de ne le modifier que lorsqu'on a eu une assise globale avec les forces de l'opposition, la société civile, pour qu'on n'ait pas ce genre d'arguments qui peuvent venir un peu déteindre sur la brillantissime victoire du président Teodoro Obiang-Nguema. C'est aussi, si vous voulez, voilà, une petite parenthèse, c'est aussi un son donné à l'endroit de la communauté internationale pour montrer que la Guinée, que l'on pointe toujours du doigt aujourd'hui, voilà, n'a pas besoin des conseils, des rapports de la communauté internationale. Le président Teodoro Obiang-Nguema, malgré son âge au pouvoir, plus de 37 ans, est toujours plébiscité par son peuple. C'est une remarque, hein, vous êtes un peu trop optimiste par rapport à la réélection de Teodoro Obiang-Nguema. Mais maintenant, est-il réaliste de penser que ses adversaires, qui étaient pour certains de nouveaux venus en politique, les autres n'ayant que très peu de poids sur l'échiquier national, auraient fait le poids face à un candidat, au candidat président Obiang? Évidemment non, vous l'évoquez vous-même, de nouveaux venus dans la maison et donc ils doivent apprendre au travers des élections. Est-ce qu'ils sont venus simplement pour le challenger, pour entrer dans l'histoire ou alors ils sont suffisamment préparés? Je pense qu'il s'agissait pour eux d'un coup d'essai, ils sont venus, ils ont appris, pas à leur dépens, mais ils doivent suffisamment travailler. Je pense qu'aujourd'hui, comme le disait quelqu'un, le président Nguema est quand même arrivé au crépuscule de sa vie. Il a, je crois, 73 ans ou 73 ans de sa vie politique, j'entends. Et donc, automatiquement, il y aura une alternance dans ce pays. Même ici, ce qui peut être dommage, c'est qu'aujourd'hui, son fils de l'Union est directement placé pour être le vice-président, donc automatiquement, et c'est un peu regrettable que l'on ne puisse pas avoir une lumière sur une succession qui ne doit plus être une succession dynastique ou familiale, qui doit être une succession qui repose sur l'idéologie, sur la capacité stratégique d'un acteur à mobiliser et surtout à incarner le renouveau dans un État. Si le peuple a accepté le père, pourquoi pas mais justement, le père n'est pas le fils. Je suis désolé. Le père ne peut pas être le fils. Pourquoi? Parce que si le père était le fils, pourquoi on parle du père et du fils? Est-ce que les conditions qui ont prévalu, qui ont amené le père au pouvoir sont les mêmes aujourd'hui? Non. Le père arrive au pouvoir en 79, on sait comment. Aujourd'hui, la démocratie s'est installée progressivement. Et démocratie, c'est quoi? C'est le choix. C'est la volonté du grand nombre, mais en tenant compte du petit nombre. Au risque d'entrer dans des débats assez profonds concernant justement la Guinée équatoriale, on va sortir de la Guinée équatoriale. Quel a été l'avis de la mission d'observation de l'Union africaine que dirigeait l'ex-président Yahya Boni? Je pense que la mission africaine a été globalement, comme d'habitude, satisfaite, mais il convient de préciser que la commission électorale, en prononçant les résultats en Guinée, a quand même évoqué quelques fraudes, quelques dysfonctionnements, notamment au cours de l'organisation de l'élection présidentielle et même lors de la tenue du scrutin. Mais ce sont, comme on dit toujours, des dysfonctionnements qui ne peuvent pas remettre en question tout le processus électoral en Guinée. Et donc, comme on dit, accorder avec un peu de faute. Alors, on va continuer l'émission internationale en nous rendant cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens paieront peut-être bientôt leur électricité moins chère. Tel est l'objectif de l'annonce du chef de l'État Alassane Ouattara lors des célébrations de la fête internationale du travail dimanche 1er mai dernier. Autrement dit, la Côte d'Ivoire compte mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix. Alassane Draman Ouattara, à travers cette libéralisation annoncée, n'a-t-il pas contourné la pression des bailleurs internationaux qui demandaient plutôt l'augmentation des tarifs aux fins d'assurer, par exemple, l'avenir de la compagnie ivoirienne d'électricité? De deux choses l'une. Je ne pense pas qu'il ait contourné la pression des bailleurs de fonds internationaux. Au départ, les bailleurs de fonds ont obtenu du gouvernement ivoirien une augmentation, mais allant de 6 à 10% sur le kilowatt-heure, par exemple, d'électricité.
Sauf que dans l'application sur le terrain, certains ménages se sont retrouvés en train d'avoir des augmentations allant de 40, 50, de 30, 40, voire 50%, ce qui est donc inadmissible et ne rentre pas en droite ligne avec ce qui avait été convenu avec le gouvernement ivoirien, notamment la compagnie ivoirienne d'électricité. C'est à ce niveau que le président a été interpellé par un groupe de syndicats, notamment, qui ont exprimé leur ras-le-bol. Pourquoi? Parce que la société, la compagnie ivoirienne d'électricité qui appartient au groupe franco-africain Iranov, actionnaire majoritaire, distribuait le courant à perte, mais avec les subventions du gouvernement ivoirien. Justement. Donc après cela, on s'est donc rendu compte que les clauses n'avaient pas été respectées parce que c'est en janvier que cela qui est entré en vigueur. Et le président a donc demandé qu'on stoppe tout cela. Il n'y aura donc plus d'augmentation. Il a donc ouvert les vannes à travers un appel d'offres pour que les investisseurs viennent maintenant, pour qu'il n'y ait plus une monopolisation, pour qu'on aille vers une démonopolisation de ces deux secteurs qui sont des secteurs cardinaux, des secteurs véritablement importants, des poumons pour une économie qui se veut prospère, et surtout quand on sait que le président ivoirien, toute sa force, toute sa technique, toute sa capacité stratégique à gouverner va de l'économie. On sait très bien qu'il est économiste de formation. Il estime que l'économie, c'est ce domaine, ce noyau à partir duquel il peut maintenant infléchir la courbe sur le plan politique, sanitaire et autres. Donc c'est la raison pour laquelle il a appelé à la démonopolisation. C'est vrai qu'on invoque la baisse des prix, mais maintenant, qu'est-ce qui justifie cette libéralisation des secteurs eau et électricité dans un pays où la crise énergétique est quasi absente? La crise n'est pas quasi absente en réalité. Si la crise était quasi absente, pourquoi est-ce que les syndicats ont notamment exprimé leur ras-le-bol? Dans un pays, au départ, tout se passait bien, mais le problème vient de l'ajout. Entre 6 et 10%, il y a quand même une différence entre 6 et 10% et 30, 40, 50%. Et là, vous voyez que les populations commencent à ne plus pouvoir suivre la cadence. Et pour ce qui est de l'eau, et surtout on parle ici de l'électricité, vous savez que pour le développement ne peut pas se faire sans industrie électrique. Et c'est à partir de ce moment qu'Alassane Dramane Ouattara a écouté la voix des syndicats qui, notamment, ont milité pour qu'on puisse revoir ce secteur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ouvre la voie à la concurrence? La concurrence va permettre de mieux maîtriser les prix et automatiquement d'arriver à la baisse. Prenez le secteur de l'économie par exemple. Quand il y avait un seul opérateur, le prix était fixé de manière unilatérale. Aujourd'hui, quand il y a 3 ou 4, il y a une agence de régulation qui travaille automatiquement à voir les prix à la baisse. Donc, c'est cela que le président Ouattara veut. On sait très bien que Ouattara veut une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Pas 2035, hein, 2020. Et donc, il compte sur ce secteur névralgique que sont l'eau et l'électricité pour notamment apaiser les tensions et apporter du bon vivre, le développement aux populations ivoiriennes. Malgré tout, la production ivoirienne d'électricité entretenue par la CII reste la plus importante d'Afrique de l'Ouest. Ne peut-on pas craindre la survenance des pratiques malsaines imputables à ces multiples entreprises filles de la libéralisation? Autrement dit, qu'en sera-t-il de la régulation du secteur? Je pense que la régulation va être assurée et il y aura les mécanismes qui vont être mis sur pied pour notamment s'assurer de cela, du bon fonctionnement. Alassane Dramane Ouattara, quand il évoque l'idée, la volonté des bailleurs de fonds, la volonté des investisseurs, c'est parce qu'évidemment il y a de la matière grise. Il y a en Côte d'Ivoire de l'expertise notamment pour un suivi adéquat. Je pense qu'il faut préciser également que la Côte d'Ivoire entend investir 18 milliards de dollars, soit 16 milliards d'euros d'ici 2030, notamment dans ce secteur de l'électricité. On comprend que véritablement, Alassane Dramane Ouattara fait de l'eau et de l'électricité des éléments principaux, des éléments sans lesquels aucun développement durable et humain n'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau? La Côte d'Ivoire, avec Alassane Dramane Ouattara, un exemple pour l'Afrique? Aïe, aïe. La Côte d'Ivoire, avec Alassane Dramane Ouattara, est en train de se refaire son chemin, est en train petit à petit d'établir un peu une sorte d'État, une sorte, comment dirais-je, d'administration dans un pays trucidé par une crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. La Côte d'Ivoire, avec Alassane Dramane Ouattara, est en train de péniblement réussi un pari économique aujourd'hui. Je pense qu'il faut maintenant qu'on arrive à un forum
politique maintenant, pourquoi on essaye un peu, pas forcément de vouloir rendre la justice, mais aussi de dire oui, il y en a qui ont fauté, mais aujourd'hui, pardonnons aussi à un ensemble d'individus et avançons. Donc le problème, ce qui bloque dans ces pays-là, c'est qu'on veut toujours rendre gorge, rendre justice. À un moment donné, on peut aussi avancer dans une société avec d'État, avec des injustices aussi, mais simplement s'assurer, se rassurer que ces injustices ne se répètent plus. C'est un peu ça. Alors, au-delà de cette annonce, le président Ouattara a lui-même dénoncé une injustice inadmissible dont la réparation consiste à l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier. Encore un acte du pouvoir de nature à marquer à jamais les esprits? Et évidemment, il a saisi l'occasion de la fête du travail pour une annonce forte, une annonce qui porte et qui va loin. Je veux dire que sur le plan politique, c'est stratégique, c'est technique, ça passe, ça paye. Dans le capital sympathie, il gagne effectivement. Maintenant, il faut qu'on voit jusqu'où est-ce qu'on va aller pour que cette promesse se matérialise en actes concrets et surtout que cela ait une incidence positive dans la vie des populations ivoiriennes pour que l'eau et l'électricité soient aujourd'hui beaucoup plus accessibles à ces populations-là. La Côte d'Ivoire, qui vivra verra. Autre sujet dans le cadre de cette édition de l'International, nous allons au Venezuela. Semaine cruciale pour le Venezuela donc, réunie dans la coalition de la table pour l'unité démocratique. L'opposition a déposé lundi près de 2 millions de signatures, soit 10% de l'électorat, en faveur d'un référendum pour révoquer le président Nicolas Maduro. Après le Brésil, maintenant le Venezuela. Alors, l'Amérique latine serait-elle à l'ère des destitutions? Je pense qu'il y a une crise politique institutionnelle qui se poursuit après le Brésil, aujourd'hui le Venezuela. Mais le Venezuela, longtemps, présentait des signes d'essoufflement, avec notamment une grande sécheresse qui persiste et qui perdure, et qui ne rend pas toujours la mise sur pied des politiques publiques, notamment économiques, lisibles, et surtout que ces politiques ne trouvent pas un écho favorable, ne sont pas positives sur la vie des Vénézuéliens. Donc aujourd'hui, on arrive à ce niveau de destitution, de déchéance. Pourquoi? Parce que véritablement, les Vénézuéliens sont perdus, ne savent plus à quel sens se vouer. Très rapidement, on a eu 1,85 million, près de 2 millions de signatures. Ça veut dire que c'est difficile. Il y a un sondage qui indique que 65% de Vénézuéliens seraient d'avis pour une destitution du président Nicolas Maduro, qui a succédé à El Comandante. Alors, que reproche-t-on concrètement au président Nicolas Maduro? Incapacité à gouverner ou alors des détournements massifs comme cela peut être globalement dans certains pays? Une incapacité à gouverner, à faire face notamment au travers aux situations difficiles auxquelles le pays est confronté. On parle d'une sécheresse, il faut donc trouver des voies et moyens pour juguler cela. En réalité, le problème vénézuélien est complexe. Pourquoi? Parce que ce pays a une économie basée sur l'exportation du pétrole brut. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a une chute des coûts du pétrole, du baril, 25 $, je crois, 25 $ aujourd'hui, alors qu'hier, on avait à 100 $. Et aussi, 95% des exportations de ce pays résultent du pétrole. Ça veut dire que l'économie est donc handicapée par le pétrole. Il y a donc un déficit budgétaire qui est criard et automatiquement cela déteint et crée une dislocation de l'ensemble de l'économie du pays. À partir de ce moment, il devient difficile pour le président de gérer. Pourquoi? Parce que le pays, en réalité, a une faible production nationale et a une forte dépendance des importations. Donc, voilà. Alors, une dernière question pour sortir peut-être de ce sujet totalement de l'émission. Ce probable référendum révocatoire n'a été utilisé qu'une seule fois au Venezuela contre Hugo Chavez, c'était en 2004, et avait abouti à un échec. Maduro pourrait-il avoir les mêmes chances qu'Hugo Chavez? Je ne pense pas. Cela va être difficile. Pourquoi? Parce que pour Maduro, déjà, je pense que la CNE, la commission électorale de ce pays, aujourd'hui, doit dans les 3 jours essayer de réunir, je crois, 20% de l'électorat. Et il y a aussi une donnée, c'est que Maduro, en réalité, l'opposition qui est derrière cela est majoritaire. Je pense que c'est la tribune pour l'unité démocratique, ce parti, cette coalition-là, qui est majoritaire au Parlement. En réalité, c'est la même chose qui est arrivée à Dilma Rousseff, qui a perdu parce qu'une coalition était contre elle. C'est le même cas pour Nicolas Maduro aujourd'hui, qui estime qu'il est l'homme le plus attaqué du Venezuela. Eh bien, il subit. Je pense qu'il faut revoir la politique économique de ce pays.
tous les pays qui aujourd'hui dépendent uniquement du pétrole. C'est difficile pour ces pays-là de tenir tête. Nicolas Maduro fait les frais d'une mauvaise gestion. Il n'est pas capable de trouver des voies et moyens pour contenir une sécheresse aujourd'hui qui est vraiment criarde, une économie qui dépend exclusivement puisque le pétrole, le bout du pétrole représente 25% du PIB du pays. Un pays qui n'a pas une production nationale suffisamment forte, mais donc difficile pour le président de gérer. Alors, Ghislain Kougan, spécialiste des questions internationales, journaliste consultant, merci à chaque fois de prêter votre expertise à CamNews 24 pour le bonheur de ses téléspectateurs. Le plaisir est partagé. Merci infiniment à vous et à tous les téléspectateurs. Quant à vous qui regardez International chaque semaine, merci de nous faire confiance et on se prend rendez-vous pour une autre édition et à très bientôt.